qui vont jouer sur ce qui sur les politiques qui vont être produites, que ce soit d'ailleurs en matière de stock de logement ou que ce soit en matière d'offres nouvelles. On connaît ces territoires dans des situations de désindustrialisation. On connaît aussi ces territoires mono-activité en quelque sorte, une seule entreprise qui irriguait le territoire et puis qui tout à coup ferme, s'en va et se pose la question de la perte d'attractivité de ce territoire. Ce qu'on va regarder cet après-midi, c'est comment objectiver cette question de la tension ou le caractère détendu d'un territoire, comment on peut le mesurer, ce caractère détendu, avec quels critères on peut mesurer le fait qu'un territoire soit tendu ou détendu. Ça va concerner la question de la vacance, que ce soit sur le parc social ou le parc privé, mais pas simplement la vacance de l'habitat, ça va concerner aussi la vacance des commerces, la vacance commerciale, le recul démographique, je le disais à l'instant, l'accélération de situations démographiques qui tout à coup basculent vers un fort vieillissement de la population, des prix de l'immobilier qui tout à coup chutent d'une certaine façon. On va se poser la question, est-ce que le territoire détendu, c'est simplement le contraire d'un territoire en tension? C'est ce qu'on va voir dans les exemples qui vont être présentés à l'instant avec nos deux collectivités. Alors je le disais, on a une très très grande variété de situations. On va voir avec les témoignages de Nevers et de Cahors que la question de la tension et de du manque de tension a été appréhendée de façon tout à fait différente, et que le point commun de ces situations, c'est la capacité à affiner le diagnostic, tant au niveau local qu'au niveau national d'ailleurs. On voit bien qu'il y aurait grand intérêt au niveau national à avoir une approche beaucoup plus fine sur la notion de territoire tendu ou détendu. Alors, quelles sont les quelques pistes de travail qui vont être développées aujourd'hui? La capacité pour une intercommunalité à repérer les signes annonciateurs d'une évolution des trajectoires résidentielles des ménages, la perte d'attractivité d'une certaine partie du territoire intercommunal, par exemple, par rapport à d'autres, la concurrence qu'il peut y avoir entre le centre et la périphérie, comment bien la lire, comment bien interpréter le diagnostic, la concurrence qu'il peut y avoir aussi entre le parc privé et le parc public en matière de marché, par exemple. Donc il va falloir comprendre la signification des différents phénomènes et la façon dont ils vont s'articuler, l'interaction de ces différents phénomènes, leur localisation aussi. On va voir que la question d'une moindre tension ou d'une perte d'attractivité ou d'une d'être dans une situation détendue en quelque sorte joue aussi selon les différentes échelles. Donc il faut aussi être en mesure de regarder le phénomène selon l'échelle où il s'exprime. Ça va nécessiter bien évidemment de développer des outils d'analyse, d'observation, suivi des marchés, observatoire de la vacance, localisation, nature de l'offre, etc. Et du coup de déployer en conséquence des stratégies de l'habitat qui répondent à l'ensemble de ces phénomènes. L'objectif évidemment, c'est pas de passer d'une situation détendue à une situation tendue, mais de bien répondre aux attentes des ménages. Donc il va falloir être en mesure de les comprendre et de les repérer. Et pour les intercommunalités, la question clé, ça va être celle-là, ça va être la capacité à mobiliser la bonne ingénierie. Il y a un besoin très important d'ingénierie sur ces questions pour pouvoir comprendre ce qui se passe, croiser les différents indicateurs et les différents signes annonciateurs de ces problématiques et mobiliser des outils adaptés, que ce soit des outils d'urbanisme, des outils de programmation ou même des outils de gestion, d'observation, etc. Ça s'accompagne de la nécessité
de porter un autre regard sur les politiques locales de l'habitat. C'est ce que va nous dire Anne-Catherine Ledeuf du cabinet Espacité, pour mettre en œuvre un regard beaucoup plus global, beaucoup plus stratégique, qui va être en mesure de regarder l'ensemble des politiques qui sont déployées sur le territoire, et pas simplement les politiques liées à l'habitat, mais l'ensemble des potentialités que peut receler le parc existant, les capacités à restructurer l'offre, revoir peut-être les objectifs quantitatifs, parce que répondre à une situation de territoire détendu, ça veut pas forcément dire se mettre immédiatement dans une posture de reconduction d'une offre nouvelle. Peut-être au contraire qu'il faut regarder les choses autrement, et repartir sur de la production nouvelle peut être contre-productif par rapport à une politique plus globale qui consiste à faire un diagnostic de l'ensemble du territoire sur son potentialité d'attractivité et sur ses atouts. Ça veut dire aussi pour les collectivités être en mesure de déployer des politiques partenariales, mobiliser les acteurs qui sont nombreux, hein, l'État, les bailleurs sociaux, les promoteurs, pour intervenir sur ces situations et aller pour éviter des injonctions d'une nationale vers le local, vers une contractualisation plus fine, plus aboutie des politiques de l'habitat. Donc on va avoir dans un premier temps l'intervention du cabinet Espacité, qui va nous présenter une synthèse un peu des éléments sur cette problématique des territoires détendus, et un jeu de questions-réponses peut-être au terme de cette première présentation, et puis ensuite les deux témoignages qui sont très complémentaires entre Cahors et Nevers, je crois que c'est dans le sens Nevers et Cahors d'ailleurs, qui viendront illustrer ces différents éléments. Très bien. Je vous remercie Madame Delpech, je vais laisser la parole à Madame Ledeuf. Je vous mets votre présentation. Voilà. Bonjour à tous. Donc effectivement, Claire Delpech vient d'indiquer combien cette question et ce concept de territoire dit tendu a pris de l'importance au niveau national, et ceci, à mon sens, sous le coup de plusieurs initiatives conjointes qui se sont venues converger et effectivement donner l'importance à ce concept que l'on connaît et qui d'ailleurs donne tout le sens à cette conférence d'aujourd'hui. Le premier vecteur qui a été à notre sens assez important dans l'émergence et la reconnaissance du phénomène est issu notamment du mouvement HLM qui, considérant qu'une part importante du patrimoine des organismes HLM était confrontée à des territoires sous pression spécifique de contraintes conjointes, nécessitait une adaptation des politiques nationales du logement, et effectivement cette nécessité d'en prendre en compte des réalités et des complexités tout particulièrement prégnantes dans la manière dont ces organismes HLM étaient amenés à gérer leur patrimoine. Autre point de convergence, c'est un certain nombre de travaux de recherche qui ont été réalisés par un certain nombre de chercheurs français dans la volonté de sensibiliser les politiques publiques et les acteurs publics sur un phénomène qui, à leurs yeux, avait une importance beaucoup plus prégnante au niveau international et à l'étranger qu'en France, et sur lesquels il y avait nécessité, encore une fois, de faire porter cette prise de conscience pour pouvoir avoir une approche différenciée de ces politiques publiques, qu'il s'agisse de politiques publiques nationales ou locales, en s'inspirant notamment du modèle des États-Unis et des réflexions également portées en Allemagne. Et puis cet intérêt a été particulièrement accéléré par aussi l'écho qu'a pris ce concept auprès du grand public, avec un certain nombre de médias grand public qui se sont fait le relais de ces préoccupations pour faire en sorte qu'effectivement, y compris le citoyen que nous sommes, prenne pleinement conscience de la réalité, des difficultés auxquelles étaient confrontés bon nombre de territoires au regard des situations économiques d'une part, mais aussi au regard des difficultés liées à la gestion de ce parc de logement, dont vous voyez d'ailleurs l'illustration sur cet article du Monde à droite. Ces villes où il faut démolir des logements, ça peut paraître effectivement paradoxal dans un contexte où en France on prône beaucoup une politique du logement par la construction. Donc on sent bien aujourd'hui, encore une fois, le fourmillement, le foisonnement d'un ou d'une plusieurs politiques publiques qui sont plus désireuses que par le passé d'adapter leur mode d'intervention à la réalité de ces territoires marqués par à la fois une décroissance économique,
des désindustrialisations extrêmement structurantes à l'échelle des territoires, des croissances urbaines et démographiques, avec effectivement, dans les faits marquants récents, la manière dont a été présenté et appréhendé le ministère de la cohésion des territoires, et puis un certain nombre de consignes de premier frémissement au niveau du Fonds national des aides à la pierre, avec invitation auprès des préfets à regarder un peu différemment certains territoires des grandes régions qu'ils sont amenés à gérer au regard de la question des démolitions et des réhabilitations. Et puis très récemment, également, les Journées nationales de la rénovation urbaine, qui la semaine dernière ont consacré un atelier à la seule question des territoires détendus. Donc on voit bien encore une fois foisonnement de préoccupations, convergence d'intérêts portés au niveau national et au niveau local. J'y reviendrai tout à l'heure avec la présentation d'un certain nombre d'analyses statistiques sur la manière dont les intercommunalités appréhendent ce phénomène de leur fenêtre, si je puis dire. Donc encore une fois, vraie ampleur de préoccupation au niveau national. Pour autant, encore grands enjeux à porter des politiques en matière de logement réellement circonstanciées et qui ne fonctionnent pas que, si je puis dire, par exception d'une politique nationale considérée comme peu adaptée aux spécificités de ces territoires dits détendus. Alors effectivement, c'est un concept dans lequel je ne reviens pas sur les travaux de recherche, mais qui a fait l'objet d'un certain nombre de travaux d'analyse par un certain nombre de chercheurs qui ont souhaité en appréhender le concept même. Pour autant, on voit bien aujourd'hui, et j'y reviendrai sur les statistiques que je souhaitais vous présenter, on voit bien que c'est un concept qui reste malgré tout assez hybride, dans un certain nombre de cas assez flou. On a bien donc la reconnaissance d'un phénomène, mais une difficulté à en appréhender de manière très constante le phénomène au regard des réalités et de la manière dont les acteurs locaux et nationaux en parlent et quels sont les concepts et les réalités sous-jacentes auxquels ils se réfèrent pour considérer qu'ils se situent dans cette grande classe des territoires dits détendus. Pour exemple, s'agit-il de territoires en simple baisse de population? À ce titre, on peut rappeler que selon l'INSEE, 40% des aires urbaines françaises seraient en situation de déprise démographique. S'agit-il d'une baisse de population ou même d'une baisse de ménages, puisqu'on a un certain nombre de territoires dans lesquels on perd aussi des ménages au regard des phénomènes de décohabitation qu'on connaît tous? S'agit-il de problèmes inhérents et liés à une surproduction de logements, une forme de détente planifiée, pas pour autant souhaitée, mais en tout état de cause planifiée par une production qui ne correspond pas à la réalité des besoins des territoires? Est-on face à une situation conjuguée de pauvreté diffuse, qu'il soit dans le parc social ou dans le parc privé, d'un certain niveau de rapport entre l'offre et la demande de logements sociaux, puisque là, effectivement, les derniers décrets relatifs à l'adaptation des règles de la loi SRU montrent qu'on s'assoit, elles sont assises sur ce type d'indicateur. Est-on là aussi face à une spécialisation jugée préjudiciable du parc social ou de concurrence brutale entre le parc social et le parc privé? Ces argumentaires-là sont souvent des argumentaires qui sont énoncés au regard du regard un peu circonspect que peuvent avoir un certain nombre de territoires, par exemple, par rapport à la mise en œuvre de la réforme des attributions et des ambitions qu'elle porte en matière de mixité sociale. Autre exemple de marqueur qui est souvent évoqué quand on parle de territoire détendu, c'est effectivement les questions de vacances, l'augmentation non maîtrisée de la vacance, où là aussi on peut avoir une approche relative de ce phénomène, puisqu'on peut avoir une vacance généralisée, mais aussi et surtout certains segments de l'offre de logement qui est plus particulièrement concerné par la vacance, alors que d'autres peuvent être à l'inverse sous tension. Donc on voit bien le caractère finalement assez relatif de ce concept de territoire dit détendu, ou en déprise, d'ailleurs les vocables sont parfois pas exactement les mêmes, et qui est souvent mobilisé dans l'intention, en tout cas dans un certain nombre de cas, principale, de se positionner dans une situation d'exception par rapport à des règles nationales qu'on pourrait juger inadaptées et qui pour autant pourraient appeler à la mobilisation de leviers locaux plus ou moins homogènes en fonction de la prégnance de ces types de marqueurs que je viens d'indiquer. Donc concept assez relatif et effectivement finalement souvent appréhendé par défaut et par contraste avec ces territoires dits tendus, ceci étant jugé plutôt plus vertueux, le modèle, en quelque sorte le modèle de réussite auquel tout le monde devrait adhérer, dans une vision qui finalement prône une certaine approche de compétitivité, de compétition territoriale qui, à mon sens, peut donner lieu à un certain nombre de risques au niveau local et au niveau national. Premier risque, c'est effectivement de faire de ce concept finalement un concept assez galvaudé,
s'il n'est uniquement assis sur la recherche d'exceptions, dérogation vis-à-vis d'une règle nationale, premier point. Et puis deuxième point qui me semble très important, et je pense que les deux exemples qui vont être présentés tout à l'heure en sont très illustratifs, à l'inverse, si je puis dire, le risque également d'avoir une approche un peu monolithique et dite d'exception de cette concept de décroissance, et finalement de masquer les atouts particuliers que sont ceux de ces territoires. D'abord, effectivement, une plus grande latitude de la part des ménages, une plus grande capacité de choix résidentiel des ménages. C'est le cas, par exemple, dans le parc social, où effectivement, on a un rapport entre les attributions et la demande qui peut être jugé défavorable, vu par les institutions publiques, mais qui est finalement plutôt à la faveur des ménages, puisqu'ils ont plus de possibilités et moins de délais d'attente dans l'accès au parc social et plus de latitude dans leur choix de logement. Et puis aussi d'autres vertus qui, en quelque sorte, obligent à reconsidérer la manière dont on sont appréhendées les politiques locales de l'habitat, par exemple la manière dont on mobilise de manière plus ou moins préférentielle, et d'un côté la construction, et de l'autre la mobilisation du parc de logements existants, anciens, les logements en stock, qui correspondent pour une partie d'entre eux à la satisfaction de la demande, une très grande partie d'entre eux d'ailleurs, et puis aussi la nécessité évidente de mieux articuler les politiques sectorielles entre la question du logement, la question du développement économique, la question des équipements, etc., dont on voit bien la prégnance de l'interaction dans les territoires soumis à ces difficultés. Alors, au-delà de ces considérations nationales, qu'est-ce qu'on constate localement dans les territoires? Là, je remobilise un certain nombre de travaux qu'on a réalisés pour le compte de la DCF au travers d'une étude consacrée aux programmes locaux de l'habitat et la réalité qu'ils prennent dans les territoires. Ces difficultés particulières auxquelles sont soumis les territoires détendus, finalement, ça a le mérite de mettre sur le devant de la scène des difficultés ou des enjeux auxquels finalement sont confrontés l'ensemble des territoires et même les territoires détendus, les territoires dits tendus, pardon. Premier grand enjeu, c'est la nécessité d'être dans une approche moins descendante des politiques nationales du logement, d'être dans un rapport plus itératif entre la réflexion stratégique locale et cette politique nationale, qui finalement est souvent un facteur de tension dans la fabrication du PLH, la manière dont le PLH s'abstrait de ce que nous dit le Code de la construction au regard des intentions portées par l'État, et notamment cette forte préoccupation autour de la question de la construction au détriment de la mobilisation du parc de logements anciens en stock, et puis aussi tous les enjeux liés à la négociation des aides à la pierre, qui sont effectivement dans un certain nombre de cas et décorrélés des stratégies de PLH locaux et dans une approche particulièrement descendante des négociations. C'est aussi un marqueur assez important des axes d'amélioration que connaissent ces programmes locaux de l'habitat, qui sont dans une amélioration continue, dans un enjeu d'amélioration permanente, et qui présentent, dans un certain nombre de cas, encore un certain nombre de fragilités qui deviennent extrêmement cruciales dans les territoires détendus. Premier point, je le disais, l'articulation encore fragile entre les différentes politiques sectorielles que sont le développement économique, le développement résidentiel et les besoins en équipement, qui là, on voit bien, dans les cas où on est en territoire détendu, les interactions sont très fortes et très puissantes, avec bien évidemment le logement qui à lui seul ne peut pas être le seul vecteur de développement des territoires. Deuxième point important, c'est cette capacité à réguler les concurrences territoriales au sein d'un même espace urbain. Je l'ai pas dit tout à l'heure, mais il y a une partie des enjeux liés à la question de la détente des territoires qui sont finalement des sujets de trajectoire résidentielle et de mobilité résidentielle. La France gagne de la population et des territoires perdent de la population et d'autres en gagnent. C'est bien qu'il y a un sujet de mobilité résidentielle, et ces sujets de mobilité résidentielle, dans un certain nombre de territoires, sont des enjeux de régulation entre les villes-centres et les territoires périurbains, et bien évidemment dans les territoires soumis à plus faible pression de la demande en logement, ces effets mécaniques de concurrence au sein même de l'intercommunalité sont encore plus marqués que dans les autres territoires, avec des risques de vacances dans les villes-centres encore plus manifestes que dans les territoires dits tendus. Préoccupation locale aussi à faire évoluer dans cette articulation entre construction neuve et mobilisation du parc en stock, et puis tous les enjeux aussi liés à l'ingénierie financière, à la manière dont on appréhende la priorité locale donnée à la question du logement, et avoir une approche stratégique et la plus anticipée possible par rapport aux besoins en financement que requiert cette politique. Alors, quelques illustrations de l'effet pervers de ces questions de surproduction de logements que j'évoquais tout à l'heure, ou de l'articulation entre construction et mobilisation du parc en stock. Là, on voit bien dans l'illustration d'une expérimentation qu'on a menée sur un territoire en décroissance, dans le lien mécanique entre construction
et déqualification et vacances du parc. Ça peut paraître une évidence, mais ça va mieux en présentant des chiffres. On voit bien dans ce graphique, que je ne vais pas présenter dans le détail, mais le lien mécanique qu'il peut y avoir entre moindre augmentation du nombre de ménages, poursuite d'une baisse de la population et augmentation de la vacance dans des territoires où on continue à produire beaucoup de logements au détriment, encore une fois, de la mobilisation du parc en stock. Et puis à l'inverse, une illustration de la manière dont on peut appréhender un peu différemment le gisement de logements que représente le parc ancien, où finalement on peut considérer que ce parc dit en stock, déqualifié, peut être aussi une réponse spécifique et tout particulièrement importante dans ces territoires-là, dans la réponse aux besoins en logement, où finalement la mobilisation du parc au stock est peut-être une nouvelle offre de logement au même titre que les logements en construction, et un lien mécanique que l'on peut établir entre besoin quantitatif de l'offre de logement, résorption de la vacance et besoin en construction. Bien évidemment, la résorption de la vacance contribue à remettre sur le marché de l'offre de logement, à offrir des logements nouveaux et à diminuer la pression sur les besoins en construction. Ça peut paraître une évidence, mais dans un certain nombre de territoires, c'est très important de montrer ces liens mécaniques pour montrer toute l'importance qu'il y a à avoir une vraie stratégie de résorption de la vacance, de politique offensive auprès du parc en stock, tout aussi important que la seule question de la construction. Voilà, donc je vais terminer mon propos introductif par l'illustration de la manière dont les politiques locales de l'habitat se sont saisies, plus ou moins au niveau local, de ces enjeux très spécifiques, mais finalement illustratifs de grandes problématiques qui existent sur d'autres territoires par rapport à la question des territoires en décroissance. Donc là, je vous présente des chiffres qui sont issus, encore une fois, de cette étude réalisée pour la DCF, qui avait donné lieu il y a 2 ans à une enquête qualitative auprès d'un certain nombre d'intercommunalités. Plus de 100 avaient répondu à notre questionnaire, et j'ai extrait de ces analyses les collectivités qui se jugeaient en territoire dit détendu. Alors, ça présente un certain nombre d'enseignements sur le caractère très relatif que j'ai indiqué tout à l'heure, et puis sur les enjeux de poursuite de passer d'une prise de conscience d'un phénomène à la réelle créativité locale autour de l'imagination de solutions plus adaptées à la réalité de ces territoires. Déjà, sur les 115 intercommunalités qui avaient répondu à notre enquête, une soixantaine se considèrent en secteur peu tendu à détendu, c'est-à-dire une collectivité sur 2 qui avait répondu à cette enquête se considère en territoire peu tendu à détendu. Donc ça peut paraître extrêmement important au regard de notre enquête. Alors on ne peut pas dire en France que une intercommunalité sur 2, ça serait un petit peu exagéré de considérer qu'elle est en situation de territoire détendu, mais quand même on voit bien toute l'importance que ça revêt dans la manière dont les techniciens eux-mêmes appréhendent la réalité de leur territoire. Parmi cette soixantaine d'intercommunalités se considérant elles-mêmes en secteur peu tendu à détendu, une quarantaine se situe de leur point de vue en territoire peu tendu et une vingtaine en territoire manifestement détendu, c'est-à-dire 17% des intercommunalités qui ont répondu. Parmi celles-ci, ce qui est intéressant, c'est que souvent on entend des raccourcis de la part d'un certain nombre d'acteurs nationaux. Territoire détendu égale territoire rural. C'est bien évidemment pas du tout le cas, en tout cas vu par les intercommunalités elles-mêmes, puisque on voit dans les statistiques que je vous présente là une très grande hétérogénéité des situations urbaines. Donc attention à ce type de raccourci, puisque une vingtaine des intercommunalités se considérant elles-mêmes en territoire peu tendu à détendu se situent dans un pôle urbain, une vingtaine en espace périurbain à rural, ce qui d'ailleurs peut illustrer pour une partie importante d'entre elles ces phénomènes de périurbanisation et de concurrence territoriale que j'évoquais tout à l'heure. Et si on prend les chiffres d'une manière un peu dans une approche un peu décalée par rapport à cette question de la réalité urbaine, une dizaine de ces intercommunalités appartiennent à la strate de 200 à 500 000 habitants, donc on est quand même dans des grands territoires, dont 4 en métropole. Donc dans cette dichotomie qu'on entend parfois, territoire détendu égale territoire rural, territoire tendu égale métropole, on voit bien que par les intercommunalités elles-mêmes, on n'en est pas du tout là. Et puis une quinzaine d'intercommunalités appartiennent à la strate des 50 à 100 000 habitants, donc on voit bien qu'on est effectivement dans des phénomènes et aussi urbains et aussi de grands territoires qui peuvent être appréhendés, vus d'un peu loin, comme des territoires dits tendus. Alors, ce qui est intéressant également, c'est de regarder la manière dont, justement, par rapport à ce concept un peu binaire, tendu, détendu, la manière dont les intercommunalités elles-mêmes caractérisent leur détente. Pour une part importante d'entre elles, c'est surtout lié à un rapport jugé défavorable entre l'offre et la demande. C'est-à-dire qu'effectivement, le niveau de tension s'appréhende de leur point de vue entre une certaine demande et une certaine offre. On voit bien par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure que c'est effectivement un cas qui est considéré comme relevant de la détente. C'est aussi pour autant
un cas qui peut aussi illustrer plus de choix résidentiels de la part des ménages, ce qui n'est pas forcément en soi préjudiciable. C'est également, de leur point de vue, caractérisé par la vacance des logements, et puis à un niveau inférieur, au regard des réponses qu'elles nous ont faites, une baisse des prix, et arrive finalement très loin derrière les questions de baisse de la population et des prises démographiques. Donc là, on va un peu en contre-courant de la manière dont, de manière générale, au niveau national, ceci est appréhendé. Ce qui est important également dans cette enquête, c'est qu'un certain nombre de collectivités considèrent que c'est un phénomène qui est souvent assez hétérogène. Selon les communes, on peut avoir des communes dites endettantes dans un territoire globalement tendu, notamment les villes-centres qui sont confrontées à des phénomènes de périurbanisation, et puis sur certains segments de l'offre, qui peuvent être tout particulièrement déqualifiés et donc être considérés comme détendus, alors que sur d'autres besoins en logement, il y a une très forte tension entre l'offre et la demande. Alors ça, c'est sur la situation des territoires. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui des spécificités de leur politique de l'habitat? Premier point important, ces collectivités locales sont pour une part importante d'entre elles quand même dans une certaine maturité des politiques de l'habitat, puisque une part importante d'entre elles en sont déjà à leur second exercice de PLH, voire à leur troisième, voire plus, quatrième, cinquième génération de PLH. Donc ce ne sont pas des collectivités novices en matière de logement, ça c'est le premier point. Deuxième point, elles font état de préoccupations très illustratives des réalités auxquelles elles sont confrontées. Donc on retrouve ici des enjeux de resserrement urbain et de régulation de la consommation foncière. Donc on voit bien que les enjeux de périurbanisation que j'évoquais tout à l'heure sont assez prégnants. Des enjeux en matière de développement d'attractivité résidentielle. On voit bien là que l'habitat n'est pas le seul vecteur de cette attractivité résidentielle. Et puis on retrouve l'accompagnement des dynamiques démographiques, la gestion des concurrences entre le neuf et l'ancien, et plus globalement la recherche d'un meilleur équilibre social et territorial. Donc on voit bien là l'écho, le lien assez ténu qu'on peut avoir entre les réalités locales elles sont confrontées et leurs préoccupations. Pour autant, on observe malgré tout une certaine perte en ligne entre ces préoccupations et la manière dont la politique locale de l'habitat, au final, se négocie et se stabilise, avec, malgré les réalités auxquelles elles sont confrontées, dans bon nombre d'entre elles, une sur deux, même plus d'une sur deux, la persistance d'un scénario de croissance démographique. 34 des intercommunalités se jugeant parmi les 60 en situation de faible tension du marché, voire de détente, continuent d'être dans un scénario de croissance, de souhaiter un scénario de croissance démographique, même dans les cas où elles observent de manière structurelle et ancienne cette décroissance démographique, et même dans les cas où les PLH n'ont pas tenu les objectifs auxquels ils ont été confrontés. Illustration de ça, elles disent par elles-mêmes que les objectifs de production sont, dans un cas sur deux, ambitieux ou optimistes. Donc on voit bien encore une fois cette décorrélation entre une faible tension entre l'offre et la demande et la poursuite d'une approche encore entre guillemets assez productiviste, en tout cas par la construction, des accompagnements des besoins en logement. Et d'ailleurs, les difficultés auxquelles elles ont été confrontées, de leur propre point de vue, sont très illustratives de ça, avec, de leur point de vue, la difficulté à énoncer un certain scénario démographique. 20 intercommunalités sur 60 énoncent ça comme une des principales difficultés de leur PLH, mais aussi, c'est là où on voit non seulement qu'il s'agit d'un enjeu urbain, social, de politique de l'aménagement, mais c'est aussi un enjeu de gouvernance, puisque pour 19 d'entre elles, la principale difficulté à laquelle elles ont été confrontées, c'est l'acceptation par les communes d'une certaine orientation stratégique portée en matière de stratégie de l'habitat et la capacité à faire valoir le rôle de la communauté dans leur régulation de ces développements résidentiels et de ces développements urbains. Donc on voit bien là qu'il ne s'agit pas uniquement d'avoir une approche entre guillemets circonstanciée des réponses, mais aussi de la faire accepter par les communes, encore une fois dans un contexte où certaines peuvent être sous tension et d'autres moins, alors que globalement l'ensemble de l'intercommunalité est dans une situation de faible tension. Voilà, donc je vais en terminer là pour lancer quelques perspectives par rapport à l'état de la situation, de la manière dont les politiques de l'habitat à la fois nationales et locales ont pris à bras le corps cette question des territoires détendus. Je reviens sur effectivement la réalité de la sensibilité croissante des acteurs et locaux et nationaux sur la réalité de ce phénomène. Il y a vraiment, on assiste aujourd'hui à une réelle prise de conscience sur la nécessité d'adapter les choses, des frémissements de premières mesures opérationnelles au niveau national, l'intérêt plus manifesté par le passé sur le financement des démolitions en dehors des enjeux circonscrits au programme national de rénovation urbaine, l'intérêt aussi plus manifesté
au niveau national sur le financement des réhabilitations dans ces territoires-là qui ont moins que les autres cet enjeu de développement quantitatif de l'offre de logement, la capacité aussi à entendre qu'il y a dans ces territoires-là, je crois qu'on y reviendra d'ailleurs dans le cas de Nevers, il y a aussi des besoins en logement par remobilisation du parc ancien en stock, mais aussi par une certaine construction qui permet de se substituer à une offre ancienne dite déqualifiée et obsolète par rapport à la réalité des besoins. Donc on voit bien là un frémissement de préoccupation nationale par rapport à la manière dont ces acteurs nationaux appréhendent les choses. Au niveau local, on voit bien aussi l'importance de cette prise de conscience et cette mobilisation autour de ce phénomène. Encore une fois, une intercommunalité sur 2 qui ont répondu à notre enquête qui se considèrent quand c'est en territoire peu tendu à détendu. Donc là, cette conjonction de préoccupations au niveau national et au niveau local. Pour autant, on est peut-être au début d'une nouvelle ère dans laquelle on passe effectivement d'une préoccupation, d'une prise de conscience à l'émergence de politiques et nationales et locales plus circonstanciées, avec cet enjeu malgré tout persistant de faire évoluer la manière dont l'État organise son rapport au territoire, à être dans une approche moins descendante, dans la manière dont on fabrique et dont on met en œuvre ces lois, avec à la fois un certain nombre de lois qui ont été beaucoup par le passé inspirées par des territoires très tendus, considérés comme en avance, considérés comme innovants, et peut-être un regard moins attentif porté sur les territoires dits détendus, alors que c'est des territoires qui, on va le voir par les 2 exemples qui viennent, innovent tout autant que les territoires tendus. Et puis la manière dont l'État lui-même, ensuite, assure l'application locale de cette loi et qui, dans un certain nombre de cas, est effectivement encore très descendante. Et puis dans la stratégie locale, cet enjeu a passé dans une logique d'exception, de définition par défaut. On veut que ces politiques nationales dérogent, que leur application locale déroge, et de passer de donc cette logique un peu par défaut à une réelle, donc d'une logique d'exception à une réelle logique d'innovation pour encore une fois faire valoir cette capacité à penser autrement ces politiques de l'habitat, à la fois en résonance avec les enjeux nationaux et en réalité de fabrication locale. Avec, à mon sens, un certain nombre de sujets à court terme là qui sont en train d'arriver, la mise en œuvre de la réforme des attributions, qui effectivement est un sujet sur lequel bon nombre de territoires ont manifesté leur scepticisme par rapport à une loi qui est jugée plus adaptée à des territoires tendus. C'est peut-être pas si simple. La question du NPNRU, encore une fois, qui là sert beaucoup de territoires dans des territoires dits détendus. Nous, on a fait des calculs, on serait à peu près à un quart de ces territoires qui seraient en situation de territoire détendu. Donc comment on regarde un peu autrement cette politique nationale et puis tout le travail qui a mené autour du FNAP qui est dans des invitations à regarder les choses autrement, mais qui doit peut-être passer à des mesures plus concrètes et plus opérationnelles. Je vous remercie, Madame Ledeuf. Alors, nous allons passer à la présentation de Monsieur Gilbert. Je rappelle à nos participants à distance qu'ils peuvent, via le module de chat, poser toutes leurs questions. Donc, n'hésitez pas à le faire. Monsieur Gilbert, nous allons passer à votre présentation. Je réactive votre micro. Monsieur Gilbert, est-ce que vous m'entendez? Oui, bonjour. Très bien. Alors, Monsieur Gilbert, je vais vous demander de mettre votre micro au maximum pour qu'on puisse bien vous entendre. Et je vais vous laisser prendre la parole. Oui, ça y est, le micro au maximum, c'est suffisant. Parfait. Bon, très bien. Bonjour à tous. Donc, je suis Grégory Gilbert, je suis du service actif vous m'entendez? Oui, parfaitement. Je vais essayer de faire une présentation relativement courte, sans rentrer forcément dans le détail neversois, mais plus sous forme de témoignage pour essayer de vous montrer comment on a pu très modestement approcher cette question des marchés détendus sur l'agglomération de Nevers. Avec une courte présentation de notre contexte et puis de nous, comment on caractérise notre réalité de travail en termes de détente des marchés. Ensuite, comment on a essayé de construire notre politique de l'habitat après maintenant à peu près 6 années, le PLH qui s'achève bientôt sur ce sujet. Donc Nevers Agglomération, on est une communauté d'agglomération récente qui a été créée en 2003, donc il y a une petite quinzaine d'années, 13 communes, 70 000 habitants, un territoire qui est plus petit que le territoire de Lille, que son SCOT, mais qui pour autant joue un rôle de centralité très important sur son territoire, sur le département et sur les départements limitrophes, parce qu'on est vraiment dans le grand cœur de la France, Nevers, Moulins, Bourges, qui administre et dessert un territoire important.
Ce qui est à noter, c'est qu'on est sur une configuration de ville où on est hors influence notable, en tout cas de polarité métropolitaine, loin de Paris, loin de Lyon, et à une distance non négligeable de capitales régionales que sont Dijon pour notre région, Clermont, Orléans et Tours au sud et à l'est. On est sur un territoire donc typiquement en décroissance démographique, une décroissance démographique qui est ancienne chez nous et qui est, alors c'est important de le souligner parce que c'est pas toujours le cas, qui n'est pas simplement un phénomène de périurbanisation, c'est-à-dire qu'on ne retrouve pas sur nos territoires périphériques à l'agglomération la population qui en se répartit. On est vraiment sur un territoire qui au global perd de la population, avec un mécanisme de desserrement qui s'accentue progressivement, c'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, on avait une perte d'habitants, mais une croissance du nombre de ménages. C'est un phénomène qui a tendance aujourd'hui à s'atténuer petit à petit et qui peut-être demain pourra même s'éteindre. Donc très faible croissance démographique, croissance négative. Des dynamiques démographiques qui sont contrastées. Alors à la fois on est sur un tissu industriel ancien, historique, qui a subi des mutations, mais qui pour autant a plutôt mieux résisté que d'autres secteurs au niveau du pays à la crise, avec notamment des secteurs d'innovation sur des champs très spécialisés, et puis un poids important du tertiaire et de l'emploi administratif sur notre capitale préfecture. On est sur une communauté d'agglomération, donc je le disais, qui est plutôt récente et qui surtout a vraiment renforcé son rôle de développeur depuis 5 à 10 ans. Maintenant, voilà, surtout 5 ans, sur les compétences d'habitat, de développement économique, d'enseignement supérieur, de numérique, de tourisme et de santé notamment. Donc à la fois des compétences obligatoires pour certaines, et puis aussi un choix volontariste d'aller sur d'autres compétences, vraiment avec l'enjeu de dire l'habitat c'est une politique qui n'est pas suffisante en tant que telle, mais qui est nécessaire au projet de territoire, qui est un petit peu structuré chez nous autour de 3 enjeux en tout cas. La première, c'est l'attractivité et la transition économique, donc c'est comment on accompagne la transition économique de notre territoire et son rebond. Le deuxième, c'est comment on assure sous quelle forme les fonctions de centralité de demain pour notre territoire et au-delà. Et puis le troisième, c'est des questions plutôt de bien vivre sur le territoire, donc comment on assure le bien vivre ensemble sur le territoire. C'est le cadre de vie, c'est l'habitat, c'est la solidarité, c'est un certain nombre de services. Donc une fois posé ce contexte, qu'est-ce qui caractérise un petit peu notre marché détendu en matière d'habitat pour rentrer dans le vif du sujet? J'ai mis ici quelques indicateurs, je ne vais pas rentrer dans le détail de chacun. Voilà, on est sur 70 000 habitants, un peu moins d'un tiers de logements sociaux, 4 quartiers de la politique de la ville, un quartier qui sort d'un programme de rénovation de l'ANRU dite 1, un quartier qui est programme d'intérêt régional en phase de préfiguration, et puis surtout un certain nombre d'indicateurs à l'échelle de l'agglomération qui nous ont fait qualifier en tant que marché détendu. D'abord, ce qu'on appelle nous des indicateurs parcs, c'est le prix et la vacance, donc c'est des prix faibles et une vacance élevée, hein, plus de 12% pour le parc privé, plus de 14% pour le parc HLM, des prix de loyer comme de vente, surtout de vente relativement faibles, des indicateurs démographiques, je l'ai dit, érosion démographique, atténuation du phénomène de desserrement et de l'augmentation du nombre de ménages. Des indicateurs de marché aussi, c'est pas que des indicateurs quantitatifs, c'est aussi des indicateurs de la stratégie et de la présence des opérateurs sur notre territoire, avec une faiblesse de la présence des acteurs privés, donc pas de promoteurs, peu d'investisseurs extérieurs au territoire. La stratégie des opérateurs HLM, sur 4 opérateurs HLM présents sur le territoire, on est à 1 à 2 opérateurs qui aujourd'hui continuent à avoir une stratégie de développement ciblée, quand les autres opérateurs sont sur des stratégies de maintien de parc, voire de diminution de leur parc sur notre territoire. Des réalités aussi de marché avec des mises en exploitation, donc des bâtiments qui sortent du marché, des opérations qui n'aboutissent pas, donc tout ce qu'on appelle nous indicateurs de marché, et puis enfin les indicateurs administratifs, notamment les zonages. Donc ça a été dit en introduction, j'y reviendrai pas. Tous ces indicateurs, du coup, nous ont étiqueté territoire détendu au singulier.
que je voulais montrer à travers cette deuxième diapositive, c'est qu'effectivement, quand on travaille sur le territoire, on voit que les choses sont un petit peu plus complexes que cela, et que l'approche globale, elle n'est pas suffisante, d'une part, pour rendre compte de la réalité, et surtout, elle n'est pas du tout suffisante pour travailler ensuite et mener des politiques publiques. Puisqu'effectivement, quand on nous parle de vacances importantes, on voit qu'elle est effectivement très importante au niveau... Ah, j'ai plus l'image. Si. Elle est très importante au niveau global. On voit que quand on descend ensuite sur les territoires, on a des réalités très constatées, puisqu'on passe de 14% à des territoires autour de 3% de vacances. Donc on a une vraie réalité en masse, en volume de la vacance, qui est quand même très spécialisée sur une toute petite partie du territoire de l'EPCI, pour faire court. Le deuxième point, c'est que la vacance, c'est effectivement l'indicateur premier qui nous qualifie, mais c'est pas le seul qui rend compte de difficultés éventuelles. On a effectivement des patrimoines à très faible vacance, mais à forte de rotation. C'est pas pour autant que localement, on ne va pas travailler sur ces patrimoines-là, et donc notre indicateur de dialogue et d'échange avec le partenaire ne doit pas être seulement au travers du prisme de la vacance. Le troisième point, c'est qu'on a, ça a été dit aussi, une spécificité de travail, c'est qu'on a une vraie perméabilité entre nos marchés, entre le marché HLM, entre le marché privé, entre le marché du locatif, entre le marché de l'accession, avec au travers de quelques exemples de prix qu'on a indiqués. Alors certes, on a une segmentation des produits et des niveaux de prix, néanmoins, on voit qu'entre du secteur locatif HLM et privé, on a une marge qui peut être possible de passer pour un certain nombre de ménages, et de la même façon entre notre loyer et notre accession avec un prix qui est plutôt moyen de 110 000 € dans l'ensemble. Chez nous, qui est une réalité, on voit que sur une accession à 20 ans, on a aussi des choses qui sont possibles pour un certain nombre de ménages. Ça veut dire que cette question de la perméabilité des connexions et du rôle de chaque produit est particulièrement importante chez nous. Quatrième point, c'est aussi là un élément de déconstruction de l'idée vacances, marché détendu égale absence de demande égale absence de besoin. On a une demande qui est réelle, alors c'est pas le cas sur tous les territoires, c'est aussi une chose qui est vraie plus ou moins selon les territoires de l'agglomération. On a une demande qui est réelle, mais qui est spécifique, essentiellement, enfin portée pour moitié sur de la mutation interne au parc. Mais ça veut dire qu'on a des choses à travailler, puisque localement, on peut avoir des rapports demande-parc qui sont très différents d'un territoire à l'autre, et en fonction des produits, avec des produits qui sont très demandés. C'est aussi une réalité en marché détendu. Quand on met en service de nouvelles opérations, on voit que les produits sont attractifs. C'est vrai sur le neuf, c'est vrai aussi sur certains produits anciens. Alors ça appelle d'autres questions ensuite en matière de régulation et d'action pour éviter les phénomènes de concurrence entre parcs, mais c'est une réalité. Donc tout ça pour dire que on s'est attaché vraiment, à travers nos politiques de l'habitat, à déconstruire une idée qu'on était un territoire unique et détendu, un marché unique et détendu, pour vraiment se dire on a besoin, d'une part pour se comprendre et puis d'autre part pour travailler, de parler de micro-marchés interconnectés. Enfin, c'est vraiment une somme de micro-marchés, de micro-segments qui sont connectés entre eux. Et puis le deuxième point, c'était une fois qu'on a posé cette complexité, se dire que pour agir, on a besoin aussi d'un petit peu d'intelligence collective et d'installer une gouvernance locale adaptée pour travailler finement sur ces questions. Alors, pour faire peut-être un petit retour un petit peu historique sur la manière dont on a essayé de travailler, avant de vous présenter un petit peu comment ça se décline localement sur le territoire. On a d'abord passé un petit peu de temps, en essayant d'accorder de l'importance, à d'abord partager une lecture du territoire. Parce que je le disais, quand on parle de marché étendu, on n'entend pas forcément tous la même chose, on ne se comprend pas forcément tous en fonction de l'institution ou de l'acteur qu'on représente. Donc d'abord construire un diagnostic vraiment sécurisé, consolidé, surtout qu'il soit partagé. D'abord en interne, entre services et élus. C'est aussi l'occasion de dépasser ce qu'on appelle le stade du déni. On a besoin aussi effectivement quelque part d'accepter une situation telle qu'elle est. Ça ne veut pas dire d'accepter qu'elle se poursuive, mais en tout cas d'accepter des éléments de diagnostic qui caractérisent nos territoires et nos marchés, d'accepter qu'on perd de la population, que c'est un mouvement ancien, que c'est un mouvement qui est lourd,
pour ensuite qualifier les situations vraiment sur le marché pour agir ensuite. Deuxième point, c'est la nécessité de convaincre et d'intéresser les partenaires, vous l'avez dit. On a vraiment besoin d'aller avec nos partenaires construire d'autres positionnements et de dépasser l'approche première qui pourrait être marché détendu égale absence de besoin ou en tout cas faible besoin. Donc voilà, on a besoin de repositionner le curseur, d'intéresser nos partenaires. Et donc on a essayé en fait de construire une stratégie qui repose un peu sur 3 piliers. Le premier, c'est de se dire que notre politique elle doit vraiment être spécifique et adaptée. C'est de dire on a saisi l'enjeu de notre territoire, de ses spécificités, mais comme tout territoire d'ailleurs a ses spécificités, on a compris qu'on était dans un marché détendu, on vous propose une politique qui est adaptée, qui répond aux besoins pour travailler sur ces sujets. Le deuxième point, c'est qu'elle soit réaliste mais positive. C'est la question notamment du calibrage de l'objectif et de l'orientation. On a essayé à travers notre PLH de prendre en compte la dynamique de plusieurs dizaines d'années, de se dire voilà, qu'est-ce qu'on peut raisonnablement se donner comme objectif, donc on le verra tout à l'heure, mais positif néanmoins. On a besoin aussi de motiver autour de nous, nos élus d'abord, nos partenaires autour d'un vrai projet de territoire. On n'est pas simplement là pour gérer une difficulté qui est devant nous, même si elle est réelle. Et puis le troisième point, c'est rassurante et engageante. Alors ça, c'est un point particulièrement important, enfin, en tout cas sur lequel on a eu à travailler énormément. C'est de co-construire avec nos partenaires et puis de leur donner un cadre de confiance, de montrer que on était des gens raisonnables, entre guillemets, qu'on allait construire avec eux une politique sur laquelle on allait effectivement investir, et investir en marché détendu, c'est pas une évidence pour un certain nombre de financeurs. Donc c'est de poser ce cadre de confiance à travers des objectifs partagés, et puis avec le rôle de l'agglomération, on y reviendra après, qui est vraiment là aussi pour assurer que le cap défini tous ensemble soit respecté. Le deuxième point, c'est plus une posture d'agent de la collectivité, c'est tout un travail qui a été fait sur construire des intelligences locales. On pense qu'on a à développer des postures un petit peu adaptées et vraiment s'obliger en permanence à réfléchir, à se réinterroger, à se remettre en question. Et puis sortir aussi peut-être de cadres un petit peu préétablis de politiques qui viendraient descendre sur les territoires. Alors la première, c'est la question de l'échelle, avec tout un effort fait pour dire notre politique, c'est pas une politique qui doit se limiter à la question de zonage, et notamment à celle des QPV ou de ce qui se passe hors QPV. À travers le diagnostic posé, on s'est rendu compte qu'on avait un certain nombre de situations réelles qui se passaient en dehors des QPV, avec des besoins de renouvellement forts, et qu'on avait besoin d'agir aussi, même si on n'était pas sur un QPV, même si on n'était pas sur un secteur retenu pour un partenariat avec l'ANRU, par exemple. Ne pas se limiter aux approches macro, c'est ce que je disais tout à l'heure, on voit que ce qui est vrai à l'échelle de l'agglomération n'est pas forcément vrai quand on descend sur la commune, sur le quartier, voire plus finement sur un site. Donc c'est toujours cet exercice qu'on essaye de s'imposer, de passer d'une approche et d'une échelle intercommunale à une échelle de l'opération, pour jouer entre les deux et pour à la fois tenir des objectifs et puis localement coller à la réalité du terrain. L'approche intercommunale, alors c'est vrai sur d'autres territoires, c'est particulièrement vrai sur notre marché détendu. C'est qu'on voit qu'en marché détendu, et au vu de la segmentation du marché, enfin des marchés qui sont très connectés entre eux, quand on agit à un endroit, on a des conséquences possibles importantes ailleurs. Donc on a besoin de ce rôle de l'agglomération pour aussi tenir des équilibres, veiller aux complémentarités, éviter les concurrences entre communes, entre territoires, entre quartiers. Et donc ce rôle de l'agglomération a été vraiment important à asseoir. C'était un vrai travail des élus aussi, de dire que l'agglomération c'est cet outil qui nous permet de dialoguer et de faire en sorte que le service rendu à l'un ne soit pas au détriment de l'autre, entre communes, entre bailleurs également. Le troisième point qu'on essaye de se rappeler autant que de besoin, c'est de toujours partir du constat pour essayer de construire le dispositif et pas de faire l'inverse. C'est vrai qu'on se rend compte parfois que les dispositifs ne sont pas forcément adaptés en marché détendu. Alors c'est pas une réalité qui est tout le temps vraie, néanmoins ça peut être le cas. Donc c'est vrai qu'on a toujours essayé de construire une démarche sur laquelle on part du diagnostic pour ensuite aller développer des politiques publiques sur lesquelles on peut ou pas avoir des partenariats avec un certain nombre de financeurs, et vous verrez comment ça se traduit tout de suite après.
Et puis le quatrième point, ça a été dit dans l'introduction, c'est vraiment de travailler sur le partenariat. C'est aussi notre force, je pense, sur des territoires détendus, c'est qu'on est tous co-responsables des résultats et qu'on a besoin de ce partenariat pour agir. Alors c'est pas forcément facile toujours, c'est aussi accepter que quelque part on est tous un petit peu responsables parfois des difficultés devant lesquelles on est, et qu'en tout cas on va les traiter ensemble. Donc pour cela, on a essayé vraiment de manière très opérationnelle en fait, de structurer des outils en nombre limité, mais qui sont vraiment nos outils de travail quotidien. Alors, le premier, c'est évidemment notre PLH. On a essayé de faire le choix d'objectifs qui sont assez simples mais assez clairs. C'est une critique aussi qui a pu être faite à notre PLH. C'est de nous dire qu'il est un petit peu simpliste, il est un peu minimaliste. Alors, on a quelque part accepté la critique, c'était notre premier. Pour essayer de dire c'est que quelques objectifs, mais c'est vraiment nos priorités, elles sont très claires, on va essayer d'agir. C'est-à-dire qu'en termes de scénario démographique, on a essayé de définir un objectif cohérent avec l'enjeu repéré. C'est-à-dire que le scénario démographique continue à acter une baisse démographique. Donc on n'est pas sur un scénario qui va inverser la tendance, qui a été arrêté par les élus, et de dire notre objectif, c'est que notre politique publique permettent de diminuer l'érosion démographique, mais à échelle de 6 ans, elle se continuera. C'est vraiment des éléments importants, parce que c'est notre outil de dialogue avec les partenaires, donc plus on est clair dans notre PLH, plus aussi on peut avoir capacité à rassurer nos partenaires sur notre projet. Le deuxième point, c'est de se dire, pour porter cette politique, l'argumenter et puis la mettre en œuvre, on a besoin d'outils de connaissance. Alors, ça a été aussi une difficulté au départ à faire comprendre, à faire accepter, à faire porter par nos élus, c'est de se dire on a besoin sur un petit territoire entre guillemets, on a besoin d'outils de connaissance, on a besoin d'outils d'intelligence. On a créé donc un observatoire de l'attractivité HLM du parc, qui consiste en fait en un partenariat, donc c'est porté et animé par l'agglomération, en partenariat avec tous les organismes HLM du territoire, l'USH de Bourgogne et puis le gestionnaire du fichier partagé de la demande, c'est-à-dire qu'on a un outil croisé et géoréférencé via notre SIG qui nous permet d'avoir une lecture offre, demande et occupation du parc, et qui est notre outil de dialogue entre les opérateurs et l'agglomération. D'une part, notre outil de travail au quotidien pour négocier des programmations, qu'est-ce qu'on fait sur quel secteur, et puis aussi un outil, et c'est là où les élus ont ensuite compris rapidement l'intérêt de l'observatoire, c'est aussi notre outil de négociation avec nos partenaires, pour parler de la réalité de notre territoire, pour démontrer nos besoins et pour négocier des relations opérationnelles et financière. Donc c'est à la fois un observatoire, et puis c'est au-delà de ça, je ne vais pas détailler ici, un collectif d'acteurs qui est mobilisé à travers quelques groupes très restreints de travail sur certaines problématiques, sur le renouvellement urbain, sur le centre-ville notamment. Le troisième point, c'est de démontrer notre cohérence. Donc on a vraiment essayé de faire l'effort nous-mêmes d'adapter nos politiques publiques avec la définition de nos propres règlements d'aide agglomération en faisant du sur-mesure. Donc on est allé en cohérence avec notre stratégie, donc on a une programmation d'investissement qui finance la démolition, qu'elle se situe en QPV ou hors QPV, qu'elle soit accompagnée ou pas par l'ANRU. Par exemple, donc ce point-là que l'agglomération mette au financement de la démolition, ça a vraiment été un élément très important de lisibilité de notre action vis-à-vis des bailleurs et vis-à-vis de nos partenaires, qui a permis de dire quelque part, voilà, on porte une politique de renouvellement, on porte une politique où la priorité c'est le renouvellement HLM, donc on va jusqu'à la cohérence et jusqu'à financer aussi de la sortie de parc quand c'est nécessaire. Et puis quatrième point, le rôle de l'EPCI, alors c'est une construction permanente, j'allais dire, aussi vis-à-vis de nos communes, vis-à-vis de nos partenaires, mais c'est ce qui permet, alors non sans difficulté évidemment, mais de jouer ce rôle d'animateur, d'ensemblier, et puis de régulateur en marché détendu, puisque c'est nécessaire. Donc deux diapos peut-être pour illustrer de manière un peu plus concrète comment ça prend forme sur notre territoire. En fait, ça prend forme d'abord sur une stratégie locale qu'on a voulu resserrer, je le disais, autour de deux objectifs. Donc, finalement, notre PLH, si on le résumait de manière un petit peu simple, c'est deux objectifs. Le premier, c'est le renouvellement HLM. Donc c'est notre priorité numéro 1, c'est de se dire sur ce PLH-là, on l'a dit, donc le scénario démographique qui doit permettre de ralentir l'érosion démographique, mais avec une érosion démographique qui se poursuit. Donc ça se traduit en termes de programmation sur un équilibre strict entre la production et la déconstruction. Donc, autant de démolition que de production.
donc, au travers de ce qu'on a appelé nous une politique territoriale de recomposition du parc HLM, c'est-à-dire qu'on va démolir sur certains sites, donc sur 5 sites de renouvellement pour produire sur 7 communes de l'agglomération. Donc on va plus démolir sur certaines communes, plus produire sur d'autres, allant même jusqu'à une commune de l'agglomération qui aura un solde négatif de logements HLM locatifs et un solde négatif tout court, puisque c'était la seule production sur cette commune. Donc on est vraiment allé, on va essayer de trouver le but de l'exercice de dire on recompose fortement le parc HLM, c'est notre priorité, et donc le rôle vraiment d'animation interacteur entre les communes et le bailleur est confié à l'agglo. Deuxième priorité du PLH, c'est de dire sur le parc privé, on n'a qu'une action, elle est sur le parc privé ancien pour accompagner une dynamique de revitalisation qui était très faible sur le territoire il y a quelques années. De manière opérationnelle, ça se décline là aussi en quelques actions. La première, c'est qu'on a adopté donc en fait un dispositif intercommunal de renouvellement. Donc l'idée, c'est ce que je disais tout à l'heure, on part des constats de l'observatoire. Donc on a fait un diagnostic en fait via l'observatoire de nos quartiers et on s'est entendu sur 6 sites, donc 5 quartiers d'intérêt communautaire plus le quartier donc Prire de l'Enreux. Et donc sur ces quartiers-là, on a construit localement avec les communes concernées, les bailleurs, l'agglomération et les partenaires, des projets de renouvellement qui rentrent dans le dispositif de renouvellement, donc qui est en fait un financement de la démolition, de la réhabilitation et de la production de reconstitution. Et puis le deuxième outil opérationnel, c'est sur le parc privé, c'est de se dire on concentre quasiment tous les moyens. Donc on est sur le budget habitat privé, on a plus de 90% qui passe sur le PRU. Donc c'est de se dire c'est notre vraie priorité, c'est d'intervenir sur un projet de revitalisation de centre-ville. En parallèle, la montée en puissance de l'EPCI progressif qu'on a essayé de porter avec les élus, c'est de se dire l'agglomération, elle a ce rôle à jouer de chef de file, d'animateur, et puis surtout d'animateur et d'entretien des intelligences collectives, parce que la feuille de route qui a été posée par les élus, c'est de se dire qu'on est sur un EPCI aussi récent, qui n'a pas des services très importants en matière d'ingénierie, et c'est de construire vraiment les intelligences locales tous ensemble, entre les bailleurs, la collectivité, l'ensemble des partenaires. Alors cette diapo, je ne vais pas la détailler en entier, mais l'idée c'était vraiment de donner un peu le pendant de la stratégie de la précédente diapo, c'était de se dire finalement une stratégie très simple, limitée à 2 axes et deux grands dispositifs, le PRU et puis notre outil de renouvellement intercommunal, pour dire que localement par contre, il se décline de manière très très différente selon les sites. Donc à la fois on a une stratégie simple, minimaliste, un petit peu hiérarchisée. Par contre, quand il s'agit de l'opérationnel, on adopte toujours une méthode qui est de discuter localement. Alors c'est là où notre observatoire nous sert, c'est que site par site, on vient discuter, négocier de la réponse opérationnelle à apporter avec les bailleurs, avec les maires, avec les partenaires divers et variés. Puisque même si on est sur un marché qui est qualifié de détendu, on voit à travers les 4 petites briques à gauche, en fait on a plein de typologies de territoires et de quartiers sur notre agglomération. De sites réellement en déprise sur lesquels on cumule une très faible demande, une forte déqualification, sur des quartiers qui sont un petit peu plus en basculement, qui aujourd'hui ne sont pas forcément les quartiers dans le rouge pour nous en termes d'indicateurs, mais sur lesquels on a des risques pour l'avenir, des quartiers qui ont moins de difficultés, et sur lesquels on apporte des réponses opérationnelles très différentes, de la construction de PRU avec l'ANRU, de la construction de PRU d'intérêts locaux qui sont quand même plus légers, mais qui néanmoins permettent de soutenir un haut niveau de renouvellement sur l'agglo, jusqu'à des actions sur les services de confortement de patrimoine, le tout adossé à notre observatoire, et puis à la question nouvelle de la conférence intercommunale du logement et surtout de la convention intercommunale d'attribution. Donc voilà, l'idée à travers ces 2 diapos, c'était vraiment de dire une stratégie claire. Par contre, localement, quand on agit, c'est un petit peu dans la dentelle. Alors pourquoi? C'est aussi parce qu'on est sur un marché détendu, on est sur des petits volumes d'opérations et qu'on n'a pas le droit de se rater quand on calibre une opération à 10 logements, 15 logements ou 20 logements. Il faut qu'elle ait le bon produit au bon endroit sur le bon environnement. Donc on a vraiment besoin à chaque fois de rediscuter la réponse opérationnelle, et on voit au fur et à mesure des échanges que ce qui était parfois prévu initialement évolue en une autre réponse. Très rapidement, peut-être
pour conclure, donc au travers de cette illustration, ce qu'on a voulu montrer, ça n'a pas du tout valeur d'exemple, mais c'est un petit peu nous comment on a pris le fil de cette question de marché détendu. On achève cette année 6 ans de PLH qui aura été essentiellement tourné vers cette politique de renouvellement et d'action au marché détendu. Ça nous a permis aussi de monter en compétence, d'asseoir le rôle de l'agglomération. On voit que demain, on aura d'autres questions qui émergent. Alors la première, ça a été dit un petit peu en introduction, c'est de comment on lie à la fois une politique de traitement, on est devant des difficultés au niveau de vacances, une question d'équilibre financier qui est posée pour des organismes, pour la collectivité. Donc on a eu là 6 ans de politique qui ont permis essentiellement de travailler vraiment sur le traitement des désordres. On voit aujourd'hui qu'on achève un petit peu ce cycle et qu'on a besoin de se tourner aussi vers une politique qui soit aussi tournée vers la préparation de demain, vers la préparation d'un futur. C'est pour nous une politique un peu à 2 enjeux et 2 échelles temps, traiter les dysfonctionnements et aussi préparer l'avenir, parce que c'est bien de cette manière dont les élus ont accepté de porter cette politique, c'est de dire voilà, on a besoin maintenant aujourd'hui d'assurer la pérennité d'un certain nombre de solidarités, la pérennité de nos organismes HLM qui portent aussi des pertes en loyer importantes, la pérennité aussi de collectivités qui, devant une perte d'habitants, sont exposées à des questions de ressources, à des questions fiscales, des questions de réorganisation de services publics. Donc c'était une urgence d'agir sur l'habitat. Aujourd'hui, ça s'intègre aussi dans un projet plus large de Renault. On sent que ce collectif d'acteurs qui est installé, on va avoir à traiter de nouvelles questions de marché détendu suite aux évolutions réglementaires, sur la question de mixité, de peuplement, d'attribution. Donc question qui est déjà en cours, et puis pour les organismes HLM, au travers de l'élaboration de nouvelles CUS et puis de nouvelles dispositions offertes, un certain nombre de nouveaux sujets. Donc ça a été dit aussi en introduction, on participe à une dynamique qui est assez large d'un certain nombre d'acteurs institutionnels, de fédérations au niveau national sur ces questions-là. Donc on espère aussi que petit à petit le message porte. On remarque quand même au fil des années que la sensibilité a tendance à être plus importante sur nos questions auprès de nos partenaires régionaux, représentants aussi de l'État, représentants de financeurs et d'acteurs nationaux, je pense à la Caisse des dépôts. Et puis en conclusion, on se rend compte aussi qu'à force d'échanger entre territoires détendus, qu'on se retrouve aussi en comités régionaux de l'habitat avec d'autres territoires qui ne sont pas forcément détendus, on se rend compte que les questions en fait, qu'on se pose entre nous sont aussi des questions qui bien souvent sont posées par d'autres territoires, notamment tendus. Et donc on mettait aussi en ouverture le fait de veiller à ne pas se replier effectivement sur nous au travers de ces questions. Donc voilà, je vais peut-être terminer là. Très bien. Je vous remercie, Monsieur Gilbert. Alors, j'invite les participants à distance vraiment à poser leurs questions et je me retourne vers Madame Delpech et Madame Ledeuf. Sarah, si vous avez quelques questions. Oui. Alors, j'ai une première question sur ces chantiers à venir que vous avez cités, la mise en œuvre de la réforme des attributions et peut-être aussi les programmes inscrits dans le NPNRU. Sur ces 2 chantiers, est-ce que vous pourriez nous dire précisément quels sont les points d'attention qui sont les vôtres et qui pourraient être aussi des facteurs de négociation avec les autorités nationales? Oui. Alors je vais commencer par le deuxième, par le NPNRU. Donc on a un quartier de niveau d'intérêt régional qui est en cours de préfiguration. On est aujourd'hui sur un premier programme qui est arrêté au stade de projet. Les questions qui sont posées aujourd'hui, c'est la question de la reconstruction sur site, notamment. On est en fait sur une typologie de quartier, on est sur un grand quartier d'habitat social, 1200 logements en périphérie directe du centre-ville, sur lequel en fait la question de la diversification sur site et de la mixité en sortie d'opération est partagée par l'ensemble des acteurs. La question, c'est comment on fait pour répondre à cette question. Donc la première approche, c'est on ne reconstruit pas du tout. On se retrouve certes avec un parc renouvelé, avec un parc réduit suite à démolition, mais un parc qui reste relativement homogène et sur lequel on aura de la difficulté à faire de la mixité. Donc l'option qui a été portée par le territoire, c'est de se dire on a besoin de reconstruire sur site et des produits différents pour accompagner cette mixité et ce changement d'image du quartier.
Et on se retrouve sur un marché sur lequel la production privée qu'on prévoit au programme n'est pas suffisante en termes de volume, de par la faiblesse des opérateurs, de par la configuration du tissu urbain. On sait qu'on n'arrivera pas à faire venir les opérateurs de manière privée de manière suffisante sur le quartier. Et donc il a été proposé aussi de reconstruire du logement HLM en location ou en location-accession. Et c'est aujourd'hui un point de discussion avec les représentants de l'État et de l'ANRU et d'Action Logement sur ce point. Donc ça c'est un vrai sujet, c'est la question du traitement des sites après démolition avec l'ANRU. Et puis le deuxième point, mais qui est lié, c'est la question effectivement de la mixité, la convention intercommunale d'attribution désormais. Donc là, le travail est en cours au niveau de l'agglomération. On a une CIL installée depuis un peu plus d'1 an. On est aussi territoire partenaire de l'USH à travers un appel à manifestation d'intérêt sur le sujet. Donc un appel à manifestation d'intérêt spécifique au marché détendu, où l'idée c'était d'accompagner les acteurs HLM et l'agglomération qui est porteur du projet sur dire comment on intègre cette nouvelle politique et ses orientations en termes de mixité, comment c'est conciliable avec la question de la performance économique et sociale des organismes. Donc ce travail est en cours. Aujourd'hui, en fait, on est un peu au milieu du guet sur notre convention d'attribution. On a réalisé un diagnostic sur lequel on partage la question de la mixité sociale, de la fragilité d'un certain nombre de territoires. La question, c'est comment on fait pour définir les objectifs de mixité d'attribution. Alors pas simplement pour les définir et les atteindre, parce qu'on voit au terme du diagnostic que globalement on pourra atteindre l'objectif qui reste à définir, mais bon, qui est en cours de discussion. La question c'est comment ça prend son sens dans un marché détendu. La question de la mixité n'est pas seulement la question des ressources du demandeur chez nous, d'une part, et la deuxième question c'est la question de l'échelle, puisque la réforme c'est attribution QPV ou attribution hors QPV. Et ce que je disais tout à l'heure sur les échelles, c'est qu'on se rend compte que, en tout cas sur notre territoire, c'est peut-être pas d'ailleurs spécifique à un marché détendu, l'approche QPV est pas forcément la bonne échelle. On est sur des tout petits territoires qui sont vraiment en cœur de ville, au cœur de l'agglomération, et donc raisonner simplement à travers cette question géographique-là n'est pas forcément adapté. Donc la question qu'on essaie de se poser aujourd'hui, c'est au travers de la convention d'attribution, est-ce qu'on se donne une autre échelle, alors, qui permettent évidemment de respecter la réglementation de cette question QPV vers QPV, mais est-ce que nous donne d'autres règles du jeu aussi pour travailler sur ces sujets? Je vous remercie, Madame Delpech. Oui, moi j'ai une série de questions qui concernent plutôt les relations de l'agglomération avec les communes. Comment est-ce que vous avez associé les communes à l'ensemble des interventions, en particulier sur le parc privé? Est-ce qu'elles sont embarquées, entre guillemets, dans la démarche, ou est-ce qu'elles sont véritablement actives, communes étant à la fois la ville-centre, mais aussi les communes périphériques? Et dans la foulée, j'ai une deuxième question. De quel état des forces disposez-vous d'une certaine façon en matière d'équivalent temps plein? Est-ce qu'il y a mutualisation entre la ville-centre, Nevers et l'agglo? Et quel est voilà, quelles sont les forces en présence? Alors sur les communes, très très grande disparité de positionnement. Alors d'une part très grande disparité de problématiques, mais très grande disparité d'implication, de niveau de sensibilité sur le sujet, avec un travail qui est très étroit et pour le coup qui est une vraie coproduction sur la ville de Nevers, donc la ville-centre, où là l'enjeu est partagé, il y a un vrai travail, donc notamment sur le parc privé, pour le coup, alors l'OPRU est porté par l'agglomération, c'est une OPA communautaire mais qui porte sur le centre-ville de Nevers, donc là on a une ville qui est effectivement mobilisée et partenaire. Pour une autre commune, c'est très différent, c'est très ponctuel. En fait, on a des interventions et partenariats qui peuvent être très étroits, mais qui sont souvent un petit peu circonscrits au temps d'une opération, portage d'une opération de renouvellement HLM, mais qui, pour le reste, sont beaucoup moins intenses. Ça, c'est sur la partie habitat privé ancien et puis HLM. Globalement ça fonctionne bien. Là on a des difficultés plus importantes, c'est sur la production neuve, alors, qui est certes très faible sur le territoire, donc qui dans les faits ne pose pas de difficultés importantes, mais sur lesquelles pour autant on a moins de travail en partenariat avec les communes sur l'exercice de ce PLH, où effectivement
les communes elles-mêmes ne considérant pas nécessairement qu'il y a un enjeu très fort, considérant que c'est une production qui est faible et qu'elle ne va pas déstabiliser nécessairement les équilibres territoriaux. Donc c'est vrai que là-dessus, c'est un point sur lequel on aura à améliorer, à mon avis, les positionnements et les partenariats sur... Je me permets de vous couper avant de passer à la question sur les EPT. Vous avez mis en place un PLUI sur votre territoire? Vous en êtes où? Alors non, il n'y a pas de démarche PLUI à ce jour. On était en fait en révision du PLU de Nevers à l'époque, donc la décision a été d'achever le PLU municipal qui vient d'être adopté il y a quelques semaines. Mais du coup, pas de démarche dans de PLU. Sur les forces en présence, donc on est sur une petite équipe, parce qu'on est 2 équivalents temps plein sur l'habitat, 2 temps plein au niveau de l'agglomération, une démarche de mutualisation qui est engagée entre la ville-centre et l'agglomération, alors enfin d'autres communes également, mais plus fortement entre la ville-centre et la communauté d'agglomération. Sur l'habitat aujourd'hui, pas de mutualisation prévue, si ce n'est une mutualisation en question à ce jour sur la question du renouvellement urbain, puisqu'effectivement on a donc, le service habitat au niveau de l'agglomération, avec la gestion des opérations de renouvellement d'intérêt local. Par contre, la question du PRU, enfin du PRIA, est pilotée pour le moment par la ville. Donc on a cette question-là aujourd'hui. J'ai une toute dernière question avant qu'on passe effectivement au deuxième cas. Vous disiez tout à l'heure à juste titre que être en territoire détendu ne signifie pas qu'on n'a pas de besoin en logement et donc de besoins financiers autour de la question du logement. Comment fonctionne votre équation économique dans un contexte de ressources locales faibles et de primeurs donnés au financement des sujets qui sont les vôtres au niveau national qui restent quand même un peu partiels? Oui, alors c'est une bonne question. Alors là, le premier élément, ça reste un choix politique de consacrer quand même à peu près 1 million d'euros par an sur le budget communautaire. Donc on n'est pas délégataire des aides à la pierre, je ne l'ai pas précisé. Donc c'est 1 million d'euros de participation de l'agglomération sur sa politique de l'habitat tous les ans. Donc c'était pas un choix évident pour les élus parce que je le disais, les problématiques sont quand même concentrées sur quelques communes de l'agglomération. Donc c'était un choix politique fort. Donc la première, c'est effectivement de dire c'est un choix politique, on consacre une partie importante de notre ressource à ce sujet. Le deuxième point, ça fait écho à ce que vous disiez aussi en introduction, c'est de se dire il faut qu'on adapte nos modes de financement à notre réalité locale, donc on finance de la démolition, tout en faisant attention à ne pas être dans une logique de substitution ou à être en marge des politiques nationales. Alors ça a été un choix de l'agglomération de dire, voilà, sur certains sites, notamment le PRU d'intérêt communautaire, donc l'ANRU ne vient pas, on financera de la démolition seul avec le bailleur. La contrepartie, ça a été de toujours veiller à ce que ce soit dans le cadre d'une négociation avec l'État. Donc c'est-à-dire qu'on ne finance pas de la démolition pour financer de la démolition, on finance du renouvellement, et ça a toujours été un peu le deal de la communauté d'agglomération de dire, voilà, moi sur cette démolition-là, je n'attends pas de financement de l'État, en tout cas à ce jour. Par contre, on négocie ensemble une reconstruction, une reconstitution de l'offre et donc des agréments de l'année en cours ou de l'année suivante. Et puis le troisième point, c'est aussi d'intéresser les partenaires. Alors il y a des dispositifs qui sont figés, à côté de ça aussi on a un cadre de construction de politique partenariale et financière qui n'est pas uniquement lié à des dispositifs nationaux, et on a aussi la capacité de négocier un certain nombre de contrats. Donc ça a été le choix aussi de l'agglomération, à travers ses contractualisations avec le département, avec la région surtout, de négocier en fait à chaque fois un volet habitat dans nos contrats de territoire, dans nos contrats de développement, dans nos contrats d'agglomération selon le cas. Et notamment de faire venir un certain nombre de financeurs qui ne le faisaient pas à une époque, mais aux côtés de nous, sur certains sites, la région est venue financer de la démolition par exemple. Donc ça a été vraiment ce choix de négocier. Et puis le quatrième axe de travail qui reste très ponctuel et fragile, c'est les appels à projets. Alors c'est difficile quand on a 2 équipes en temps plein sur le sujet parce que c'est très chronophage.
Mais on a fait le choix aussi de se positionner sur un certain nombre d'appels à projets, notamment spécifiques au marché de l'étendue, pour aller chercher du financement, soit sur de l'ingénierie, soit sur du financement de services sur des projets. Mais pour conclure, avec effectivement toujours, je partage totalement ce qui a été dit en introduction, la difficulté de dire il faut que localement on tienne compte de nos spécificités, on finance nos spécificités, on l'entend bien, et que pour autant on fasse toujours attention à ne pas être en marge, parce qu'on est bien sur une politique de l'habitat qui répond aussi à des priorités nationales d'amélioration du logement, de mieux vivre de nos habitants. C'est toujours la frontière sur laquelle nos élus sont pour à la fois financer par nous-mêmes et puis aussi travailler avec nos partenaires financeurs. Donc, dans le cadre du PLH, c'est aussi une des orientations principales. Favoriser la mixité sociale, le rééquilibrage territorial et le retour des familles en cœur de ville. Accueillir de nouvelles populations et de nouvelles activités et développer une centralité économe en énergie. Et enfin, on parle de reconstruire la ville sur la ville dans le cadre de ce projet urbain. Alors, il y a plusieurs thématiques. C'est une démarche transversale, c'est un projet urbain, et il y a, on va dire, sept entrées thématiques sur ce projet urbain, avec la restauration et la mise en valeur du patrimoine architectural, puisqu'on est en secteur sauvegardé, l'aménagement, des aménagements urbains qui se concrétisent et qui continuent à se concrétiser, on le verra un petit peu plus tard, la tranquillité publique à favoriser, des nouveaux logements produits mais aussi réhabilités, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est pas uniquement de la construction neuve, c'est surtout en centre-ville, la réhabilitation des logements. Des déplacements optimisés et une circulation apaisée, notamment en secteur sauvegardé, la dynamique commerciale entretenue et enfin l'implantation d'équipements structurants. C'est un vrai choix politique pour le coup là d'avoir ces équipements structurants en centre-ville. Donc le prochain cinéma multiplex sera construit en plein centre de Cahors et pas en périphérie. Au niveau des outils du projet Cahors Quart d'Aglo, donc comme je le disais tout à l'heure, on a le plan de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé qui a été révisé. Il est révisé depuis 2009 et là le nouveau est sorti. Il a été arrêté là en juin 2017. C'est en fait c'est au départ, c'est le départ du projet urbain de Cahors, c'est la révision de ce secteur sauvegardé. On a aussi une opération façade incitative depuis plusieurs années qui a bien fonctionné. On y reviendra aussi un petit peu plus tard. La requalification des espaces publics, comme je vous le disais tout à l'heure. Il s'agit autant des voiries que des espaces des aménagements urbains et du mobilier urbain. En ce qui me concerne, pour le volet habitat, on a mis en place une OPARU donc sur l'ensemble du cœur d'Aglo. On y reviendra aussi tout à l'heure. Et aussi, on a mis en place une concession publique d'aménagement sur le secteur sauvegardé de Cahors. Et enfin, on est en pleine démarche expérimentale avec NRPAT, qui est la contraction d'énergie et patrimoine, qui est en fait une politique d'expérimentation de tout ce qui touche à l'éco-rénovation en secteur ancien. Voilà, le Cahors est chef de file d'un programme européen qui s'appelle Sudway, avec Vitoria Gasteiz au Pays Basque espagnol et Porto, pour travailler sur l'éco-rénovation avec un bâtiment démonstrateur en plein centre-ville de Cahors. Donc tout à l'heure je le disais, c'est le départ de ce projet urbain, c'est la révision du PSMV. Donc sur cette diapo, vous pouvez voir en rouge, c'est les bâtiments protégés. Donc l'évolution, on est passé de 20% de bâtiments protégés à 76% de bâtiments protégés. Et pour nous, ça peut vraiment être aussi un levier pour tout ce qui est investisseurs, avec notamment la défiscalisation Malraux. Donc en ayant un peu plus de bâtiments protégés, on espère capter des investisseurs, qu'ils soient locaux ou nationaux, pour venir réhabiliter les bâtiments sur le centre ancien. L'opération façade, donc tout à l'heure je vous le disais, il y a eu plusieurs opérations façade. Il y a la dernière opération façade, c'était de 2013 à 2016. Une cinquantaine de façades ont été réhabilitées. Donc c'est aussi tout un partenariat qu'on a mis en place dans le cadre de cette opération façade, parce que il s'agit aussi bien des financeurs de la ville de Cahors, du Grand Cahors, du département, de la région Midi-Pyrénées, maintenant Occitanie, puisqu'on a reconduit une nouvelle opération façade pour 3 ans là, et les subventions aussi de l'État. Donc là voilà, on a mis des petits exemples d'opérations façade.
Voilà, donc là vous voyez aussi, c'est la synergie aussi, requalification des espaces publics et opération façade. Sur la photo, le bâtiment qui est au fond là, c'est aussi un bâtiment qui a fait l'objet d'une opération façade. Et cet espace là, la place qui était avant une place de stationnement et de boulot stationnement, a été requalifiée avec une réhabilitation complète. Voilà encore des exemples sur le mobilier urbain. Au niveau du commerce sur le centre-ville de Cahors, on a à peu près 500 commerces en centre-ville. Ça fonctionne bien. On a un manager du centre-ville pour tout ce qui est développement commercial. On a pas trop de turnover et pas trop de vacances sur les commerces. Voilà. Alors ce qu'il faut dire aussi, c'est que sur Cahors, on n'a pas de centres commerciaux avec galeries marchandes. Et donc ça réussit plutôt au centre-ville, puisque en matière de commerce, le centre-ville est vraiment très dynamique. En ce qui concerne le volet habitat, du coup, donc l'opération programmée d'amélioration de l'habitat a été lancée en 2015 pour une période de 6 ans, 2015-2020. Avec les objectifs habituels en termes de port, qui sont de lutter contre le logement indigne, lutter contre les logements vacants et lutter contre la précarité énergétique. Avec aussi, on va le voir un peu plus tard, un volet copropriété dégradée. Voilà, donc cette opération a été lancée en 2015 pour une durée de 5 ans. Donc en objectif quantitatif, on a un objectif de 175 logements réhabilités, donc avec les aides de l'ANA. Et la spécificité aussi de cette OPARU, c'est qu'on a mis en place des aides qui sont complémentaires et qui vont pas forcément dans les conditions de l'ANA, et des aides qui sont données par les collectivités, la ville de Cahors et le Grand Cahors. Donc des aides pour favoriser les logements familiaux, donc ça on appelle ça la prime fusion. C'est une prime de 5 000 € pour fusionner des petits logements en grands logements et essayer de développer des logements familiaux de qualité en centre ancien pour faire revenir des familles. Des primes de sortie de vacances qui correspondent en fait aux anciennes primes de sortie de vacances de l'ANA, puisque l'ANA mettait en place il y a quelques années des primes de sortie de vacances à hauteur de 2 000 €. Donc on a repris cette prime-là et en parallèle on a mis en place la taxe d'habitation sur les logements vacants depuis 2016 sur la ville de Cahors. Donc tout ça c'est en parallèle. Là, on a mis en place aussi une prime ou un prêt bonifié pour de l'accession à la propriété. Donc c'est une prime de soit 5 000 €, soit c'est un prêt bonifié puisqu'on a une convention avec le crédit foncier pour bonifier le prêt à taux zéro pour l'accession à la propriété en centre-ville. On a une prime ENERPAT, donc comme je le disais tout à l'heure, énergie patrimoine, pour développer l'éco-rénovation, qui est une petite prime pour donner un petit coup de main en fait aux propriétaires qui souhaitent faire des travaux d'économie d'énergie avec un bouquet de travaux en matière d'économie d'énergie. Mais on met l'accent quand même sur cette éco-rénovation. Essayer d'éviter la Nevers et plutôt développer par exemple le chaud-chambre. On a aussi un objectif de 75 logements réhabilités par les bailleurs sociaux. Donc sur Cahors, on a 3 bailleurs sociaux et qui sont assez dynamiques sur le centre-ville, avec notamment un bailleur qui fait beaucoup d'opérations d'acquisition amélioration, qui est Lot Habitat, qui est le bailleur principal sur le lot. On a un objectif de 100 logements réhabilités par effet d'entraînement. Donc ça c'est sans subvention, c'est réhabilitation libre on va dire, mais on voit que ça fait son effet. Par exemple, quand on met en place une opération façade, on voit que ça fait effet boule de neige et les personnes derrière vont aussi réhabiliter sans forcément des subventions, mais que ça va fonctionner. 15 logements réhabilités dans le cadre d'une intervention spécifique sur les copropriétés. Donc ça c'est le volet copro de la convention de l'OPARU, où là on a un petit peu plus de mal à mobiliser ces copropriétés qui sont en général qui ne sont pas organisées justement, et du coup on a du mal à faire voter les travaux avec le syndic. Voilà. Donc l'objectif global est de 500 logements réhabilités sur la durée de l'OPARU. Donc à cette OPARU, donc là vous voyez sur cette slide, on a un volet incitatif, donc avec les aides dont je vous ai parlé tout à l'heure, et on a adossé à cette OPARU un volet coercitif avec une opération de restauration immobilière sur des secteurs pilotes, et qui est portée en fait par une concession publique d'aménagement
que l'on a mis en place en mars 2016. Voilà, donc c'est une concession publique qui a 1 an pour une durée de 10 ans. Voilà, donc on a d'un côté un volet incitatif avec les aides et de l'autre un volet coercitif. Et en fait, cette stratégie habitat du projet, on l'a dessinée lors de l'étude préopérationnelle de l'OPARU qui a eu lieu en 2014-2015, où on avait déjà en tête de mettre en place une OPARU sur l'ensemble de la boucle de Cahors, avec des périmètres bien définis, où on allait mettre en place des actions, une action coercitive, et à aller sur certains bâtiments qui ont été prédéfinis dans le cadre de l'étude préop de l'OPARU, jusqu'à obliger les propriétaires à faire les travaux. Donc voilà la concession publique d'aménagement. Donc c'est une concession qui est prise en charge par la SEM Territoire, qui est une SEM de Brive et qui est spécialisée dans les interventions en centre ancien. C'est une SEM qui intervient notamment à Tulle. Alors on a mis un dispositif inédit parce qu'à l'époque, l'ex-région Midi-Pyrénées, il n'y avait pas de concession publique d'aménagement en secteur ancien. Voilà, donc l'objectif principal de cette concession publique d'aménagement, c'est de restructurer, recycler des immeubles, vraiment les points durs, les bâtiments très dégradés qu'on n'a jamais réussi à sortir, malgré les maintes OPA que l'on a mis en place, puisque ça fait 6 OPA déjà sur le centre-ville. Voilà, donc c'est vraiment traiter les points durs et résorber l'habitat indigne et insalubre, et notamment la vacance, en liaison avec les aides incitatives de l'OPARU. Donc il y a les missions principales, ce que je vous disais, c'est des acquisitions foncières et immobilières, donc en vue de leur revente à des opérateurs qui soient privés ou des bailleurs sociaux, et les réhabiliter ou les recomposer dans des perspectives d'une revente. Et puis on a adossé aussi à cette concession publique d'aménagement d'autres missions qui demandent un savoir-faire que l'on n'a pas forcément dans les services, notamment sur tout ce qui est dispositif de défiscalisation. Voilà, donc le concessionnaire a aussi pour mission d'animer et d'accompagner en fait ces dispositifs et de proposer en fait aux propriétaires la création d'associations foncières urbaines libres, du Malraux ou du déficit foncier. Voilà, donc ça aussi c'est un plus de la concession publique d'aménagement qu'on n'aurait pas pu faire nous en interne parce qu'on n'en a pas forcément les compétences. Et du coup, une des premières en fait missions aussi de la concession publique d'aménagement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est de cibler les bâtiments les plus dégradés, qui avaient déjà été recensés dans le cadre de l'étude préopérationnelle de l'OPARU. Et là, au conseil municipal de février dernier, les premières DUP travaux, donc déclaration d'utilité publique travaux, sont passées en conseil municipal sur 7 bâtiments. Donc voilà, donc l'enquête publique est terminée et du coup, bon, c'est vraiment ça illustre le volet coercitif derrière que l'on a mis en place, tout en sachant que sur ces 7 bâtiments-là, il y a des propriétaires, 4 propriétaires vont faire les travaux normalement avec les aides de l'OPARU que l'on a mis en place justement sur ce secteur-là. Donc voilà un petit peu les principales stratégies en matière d'habitat sur le centre ancien de Cahors. Je vous remercie. Alors, encore une fois, je renouvelle mon invitation auprès des participants à distance pour qu'ils puissent poser leurs questions et profiter de l'occasion. Madame Delpech, Madame Ledef, est-ce que vous avez des questions? Alors moi, j'aurais une question peut-être un peu provocatrice, parce que à vous entendre, tout est très intégré, très imbriqué, tout fonctionne bien avec l'exemple des effets leviers sur les 100 logements dont vous parliez tout à l'heure. Donc ma question, c'est où ça bloque, quels sont les écueils, à la fois dans la stratégie locale, au niveau de la gouvernance de tout ça, et où ça bloque par rapport aux dispositifs nationaux. Peut-être que ça bloque pas, mais si ça bloque, où ça bloque? Alors si ça bloque, et puis c'est pas si facile, ça paraît évident, mais c'est quand même un travail que l'on a mis en place depuis de nombreuses années. La lutte contre l'habitat indigne, là on a mis en place des procédures et c'est tout nouveau, ça fait 3 à 4 ans qu'on travaille dessus. Là où ça bloque,
ce sont les investisseurs notamment. Donc c'est pour ça qu'on a beaucoup d'espoir sur la révision du plan de sauvegarde et de mise en valeur, puisque on a peu d'investisseurs en fait nationaux qui viennent sur le secteur sauvegardé pour l'instant. On en reste à des petits investisseurs locaux et qui n'ont pas forcément une stratégie de réhabilitation sur des bâtiments entiers. Voilà. Donc il y a ça. Là où c'est compliqué aussi, c'est la lutte contre l'habitat indigne, hein, puisque qui dit lutte contre l'habitat indigne dit aussi accompagnement social des locataires. Et c'est assez compliqué en fait à mettre en place, parce que c'est là où il y a les limites en fait de l'action sur l'habitat, quoi. Il y a une action sur l'habitat à mettre en place, mais en parallèle il y a une action aussi d'accompagnement social qui est pas forcément facile à mettre en place. Donc on travaille avec le CCAS, hein, mais ça ne coûte pas de source, quoi. Donc c'est assez complexe aussi. Des fois on a des situations où on ne sait pas si on va y arriver. Voilà, concrètement. Sur la difficulté à faire venir des promoteurs nationaux ou régionaux, c'est ce qui vous caractérise comme territoire détendu, entre guillemets. Sur quel autre type d'action ça se retrouve? Le caractère détendu? Oui. Alors comme nous on est un petit peu Nevers tout à l'heure à présenter, donc on a cette ville centre là qui perd des habitants, hein, au profit du périurbain et même au-delà, hein. On a beaucoup de logements vacants et c'est là, je pense, où on voit bien que du coup on n'arrive pas à résorber cette vacance là, et c'est pour ça qu'on nous caractérise de territoire détendu. Après, il y a des types de produits, comme je le disais tout à l'heure, sur le secteur sauvegardé, où on est en manque justement de types de produits. Je pense notamment des grands logements de standing, où là pour le coup le marché immo il est plutôt tendu. Contrairement à la situation que présentait Monsieur Philibert de Nevers, la décroissance du centre-ville n'est pas non plus suivie d'une décroissance des communes périphériques. Alors justement sur les communes périphériques en matière commerciale, comment est-ce que ça s'articule, les différentes politiques? Vous disiez on n'a pas de grandes surfaces multiplex, etc. Comment est-ce que vous avez réussi à négocier ça? Parce que pour les communes, c'est pas forcément de périphérie, j'entends, facile à accepter que tout soit versé vers la ville-centre. Alors non, mais ça se comprend en fait. Et après il y a une forte volonté politique sur le projet urbain en centre-ville de Cahors, pour le coup. Donc après on n'a pas de centres commerciaux, comme je vous le disais. On est assez contraint, hein. Si vous regardez la photo, vous voyez que d'un point de vue typographique, politique, on est vraiment pour le coup assez contraint. Et on a aussi instauré du coup en centre-ville aussi un droit de préemption sur les commerces. Voilà. Mais... Allô? Madame Rénal, allô? Oui. Vous nous entendez? Oui. Alors, je vais vous demander de reposer votre question. Alors, pour rappeler... Oui, vous avez la maîtrise de l'urbanisme des communes périphériques au niveau de l'agglo ou... On est en élaboration du PL, oui. En cours d'élaboration. Donc en parallèle, on fait aussi l'élaboration du PLH. D'un point de vue un peu plus technique, y a-t-il dans votre expérience la nécessité d'adapter certains dispositifs nationaux? Je pense par exemple à deux sur la question d'équilibre des opérations, qui n'est pas qu'un sujet d'adaptation des dispositifs nationaux, mais entre peut-être des coûts de travaux très importants et des prix de sortie peut-être moins importants que dans des territoires tout particulièrement tendus, sur la question de l'équilibre économique des opérations. Ça, c'est le premier point. Et puis sur la deuxième point, la question sur la taxe sur les logements vacants, est-ce que ça montre ses effets? Et voilà, en fonction de ces deux exemples ou d'autres, y a-t-il, de votre point de vue, nécessité d'adapter certains outils nationaux à la réalité qui est la vôtre, alors certes d'un territoire
détendu dans un territoire globalement pas si détendu que ça, mais quand même moins sous pression immobilière que d'autres agglomérations au sein de votre région. D'accord. Pour répondre à la première question, par exemple, on a fait une demande de dérogation pour la défiscalisation loi Pinel, en fait, pour la construction neuve, puisqu'on est en zone C, donc on n'y a pas droit. Et pourtant, on a quand même des demandes d'investisseurs sur du neuf, sur le centre de Cahors. Et effectivement, c'est un outil, par exemple, qui manque sur le centre de Cahors. Et effectivement, on nous répond, vous êtes marché détendu, donc vous n'y avez pas droit, quoi. Donc ça, je pense qu'il y a quand même à travailler. Alors, on n'a pas eu la réponse de l'État par rapport à cette demande de dérogation, mais je pense qu'on ne l'aura pas. Enfin, on ne sera pas éligible. Mais voilà, ça a été déjà adapté certains outils. Et pour la THLV, on a des retours assez intéressants, mais on a un souci sur la taxe d'habitation sur les logements vacants, c'est-à-dire que les bâtiments qui nécessitent beaucoup de travaux, si le propriétaire montre en fait que il y a beaucoup de travaux à faire par des devis, et en fait il est exonéré de la taxe d'habitation sur les logements vacants. Donc en partie, on perd en fait, on rate une partie de la cible des propriétaires de bâtiments très dégradés. Est-ce que Monsieur Philibert souhaite peut-être poser une question à Madame Rénal? Alors, bon, alors donc, il y a un imprévu de connexion avec Monsieur Philibert. On sent que dans votre politique, l'outil qui est quand même important, c'est cette concession publique. Monsieur Philibert, est-ce que vous souhaiteriez poser une question à Madame Rénal, peut-être? Je ne sais pas si vous m'entendez. Ah, on vous entend pas ici. Ah oui. Comme vous vous êtes déconnecté, Monsieur Philibert, il faut que je réactive vos droits. Voilà. Enfin, que vous réactiviez votre micro, le petit icône vert. Vous m'entendez, Monsieur Philibert? Oui, c'est bon, vous m'entendez? Et on vous entend. Alors, Madame Delpech, je vous sollicitais pour savoir si vous auriez éventuellement une question pour Madame Rénal. C'était pas forcément une question, mais je vois que du coup on rencontre les mêmes problématiques sur le centre-ville et notamment la question des investisseurs, des petits investisseurs locaux présents, mais la difficulté à faire venir des autres investisseurs structurés dans les démarches complètes de réhabilitation. Donc voilà, je ne sais pas si du coup vous avez avancé sur ces sujets, si la question notamment des copromotions éventuellement locales ont été essayés localement, parce que c'est des sujets qu'on se pose, parce que ce que vous évoquiez résume bien ce qu'on a chez nous aussi. C'est pas forcément qu'on a une absence de besoin ou de demande sur certains produits, notamment les grands logements plutôt milieu haut de gamme. On a exactement la même chose chez nous, mais par contre on ne sait pas les sortir parce qu'on n'a pas d'investisseurs. Donc je ne sais pas si vous avez avancé sur ces questions. Et justement, on avance du coup, puisque là le plan de sauvegarde et de mise en valeur est arrêté, avec le concessionnaire quoi. Donc on a sorti de la com pour essayer d'aller voir des investisseurs nationaux. Après, on a déjà eu des investisseurs nationaux sur le centre-ville de Cahors, mais ils n'ont pas forcément pérennisé leur intervention, quoi. On a eu sur des opérations assez diffuses des investisseurs des sociétés de Paris qui sont venus, et dont une qui ça a été un petit peu un échec, donc et depuis on a plus trop d'investisseurs nationaux. On espère que du coup qu'avec la concession publique d'aménagement, on va pouvoir aller chercher d'autres nouveaux investisseurs. Ce qui vient aussi quand même avec un carnet d'adresses en fait. Alors dans un registre assez proche, j'aurais une question sur les organismes HLM. Si j'ai bien compris, c'est surtout l'OPH départemental qui intervient. Est-ce que c'est le signe d'un manque d'intérêt des autres organismes au regard de l'équation particulièrement difficile à sortir des opérations locatives sociales compte tenu du prix, encore une fois des travaux, du montage d'opérations, etc.
Oui, alors on en a 3, hein, effectivement. Non, on en a 2 quand même. Il y a le département, enfin l'office départemental, l'Habitat, et on a aussi Polygone qui sont très présents. Et que ce soit pour la construction neuve ou de la réhabilitation, parce que là, par exemple, Polygone intervient sur la réhabilitation d'un bâtiment de 35 logements en plein centre-ville. Donc on peut pas dire qu'ils sont pas présents. Par contre, on a effectivement un autre opérateur qui, je pense, va du coup se désengager en fait pour aller effectivement sur du marché tendu, plus sur Toulouse. Voilà. Donc je pense qu'effectivement c'est compliqué aussi au niveau de sortie des prix de sortie. Moi, j'avais une dernière question peut-être concernant la vocation touristique de Cahors, qui est quand même, j'imagine, relativement importante. En quoi ça joue dans les politiques que vous conduisez, notamment sur l'hypercentre, on va dire, où il y a peut-être des logements qui sont préemptés à des fins de location touristique et saisonnière, et que du coup, ça vous éloigne de la réponse aux grandes familles que vous souhaiteriez réimplanter en quelque sorte dans le centre-ville? Alors on n'a pas ce phénomène-là hein, sur le centre ancien. On n'a pas beaucoup en fait de location saisonnière. On reste vraiment sur du logement de la résidence principale et pas forcément sur de la résidence secondaire ou location saisonnière. Ça n'a pas trop d'impact, du moins en matière habitat, sur le centre de Cahors. Et alors les locations saisonnières se situent en dehors du centre ancien? Certaines, oui. On a peu finalement de locations saisonnières, de gîtes en centre ancien. Donc, plutôt en périphérie. Alors faut savoir aussi que il y a Saint-Cyr-la-Beaupie hein, sur le Grand Cahors. Donc on a tout un secteur au nord-est de Cahors où là les résidences secondaires et les logements saisonniers pèsent beaucoup plus que sur le centre ancien. Très bien, mais je pense qu'on va s'arrêter là. Alors on n'avait pas énormément de questions, voilà, mais les vidéos sont toujours consommées a posteriori, donc il y en aura peut-être qui nous viendront dans un second temps. Il me reste à vous remercier. On voit bien que tout reste à construire hein, sur ces territoires dits détendus. On voit la diversité des deux situations qui ont été présentées et des outils d'ailleurs qui sont mis en place, et c'est ça qui constitue tout l'intérêt de cette problématique. Merci beaucoup à vous deux et à très bientôt. Merci. Au revoir. Très bien. Merci beaucoup, Madame Rénal, Monsieur Gilbert, Madame Delpech, Madame Ledeuf, et je vous souhaite une bonne fin de journée. Notre prochain rendez-vous, ce sera le 14 septembre pour le Jeudi de l'Habitat, concernant l'habitat participatif. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.